Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le tout premier numéro de l'émission Le Point de l'année 2016. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette trêve et nous allons revenir comme d'habitude, mesdames et messieurs, avec nos analyses, nos décryptages de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale, avec des analystes et des journalistes ou encore des syndicats, des hommes, des organisations de la société civile. Ce soir, nous allons, mesdames et messieurs, consacrer le débat à trois grands sujets. Le premier sujet sera relatif à l'analyse du discours du chef de l'État. En seconde partie de l'émission, nous reviendrons un peu sur ce mutisme ou cette guéguerre au sein de l'opposition qui tarde à se mettre d'accord sur l'organisation des réformes. Et enfin, nous reviendrons sur la question ou les attentes de la société civile pour cette nouvelle année. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, pour le compte de ce numéro de Le Point, nous recevons sur ce plateau Roméo Komlavi Togbé. Il est le président du conseil d'administration du réseau des organisations de promotion des actions citoyennes au Togo, ROPAC. Roméo, bonsoir. Bonsoir, Radé, comment vous allez? Très bien, merci, et vous? Merci, ça va aussi. Voilà. Également sur ce plateau, le pasteur Kossi Agoudavi, ancien président du CASCOT, entendez collectif des associations de la société civile et des organisations syndicales. Pasteur, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Très heureux aussi. Voilà. Nous espérons qu'elle va porter beaucoup de succès au Togolais. Sans doute, si nous nous rangeons du côté de cet arrangement. Voilà. Voilà, chers invités, nous allons ouvrir les échanges avec le discours du chef de l'État. Un discours qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de Togolais attendaient le président de la République sur beaucoup d'autres sujets, sur des aspects un peu plus importants de la vie sociopolitique du Togo. Mais ce discours a peut-être balayé un peu certains aspects. Roméo, je ne sais pas si vous avez le même sentiment parce que la presse en a fait son chou gras. Bien sûr, avant tout, permettez-moi aussi également de saluer les téléspectateurs, voilà. Ceux qui ont choisi de suivre cette émission pour comprendre un peu la situation politique et sociale de notre pays. Voilà. Aujourd'hui, c'est également une fierté pour moi d'être dans vos studios et d'apporter notre modeste contribution au débat sur le plan politique et sur le plan national de notre pays. Et je présente également mes vœux de nouvel an à tous les peuples togolais, que l'espoir est permis et si chacun se met dans la dynamique de contribuer au développement de cette nation. Et c'est ensemble que nous devons relever ce défi pour amener notre pays à l'émergence. Même le fermier qui est à Djarapanga a son rôle à jouer dans ce développement. Et cette année, je crois que nous devons tous œuvrer, mettre la main à la pâte et que les conditions soient créées pour que cela soit effectivement réalisable dans notre pays. Revenant à votre question, c'est si le discours du chef de l'État m'a aussi surpris, je suis resté également sur ma soif parce que nous avons coutume de suivre ce discours le 31 décembre. Cette fois-ci, on n'a pas pu le faire le 31 décembre, ce qui a laissé un peu les Togolais dans leur soif, parce qu'on se dit que c'est une pratique républicaine qui est exigée par la constitution togolaise. Et le chef de l'État, en début d'année, doit passer devant le Parlement pour présenter les grands axes des actions qui ont été et projeter les actions futures. Donc ça n'a pas été fait, mais ce n'est pas encore grave. Il est venu, il a tenu à s'acquitter de ce devoir régalien, ce qu'il a fait. Et là, il a encore surpris plus d'un. Le chef de l'État ne cesse de surprendre, il a encore surpris, et cela est inhérent à sa qualité ou à son homme d'État qui ne parle pas beaucoup. Et cette fois-ci, on l'a encore vu dans ce discours. Le peuple togolais attendait des messages forts sur certains dossiers et attend des réponses, des propositions concrètes de la part du chef de l'État. Mais à l'analyse de ce discours, nous avons constaté que il a seulement donné les grandes orientations qui, selon moi, sont déjà prises en compte dans son plan de campagne et qui est mise en œuvre plus tard par le programme du gouvernement Krassou Serom qui est passé devant l'Assemblée nationale. Je crois que c'est ce qui aurait motivé un peu cette attitude, parce qu'il pense
qu'il a déjà donné les instructions. Oui, mais par exemple, quand nous prenons par exemple les faits qui ont marqué l'actualité, il y a Mango, mais il est passé... Oui, voilà, justement, sur ça, je crois que là, les gens, on entendait plus le chef de l'État prendre des décisions concrètes, fortes, par exemple, pour les incidents de Mango. Parce que quand cela s'était produit, on ne l'a pas senti comme de son habitude. Alors qu'étant premier citoyen et garant de la sécurité des citoyens de ce pays, de telles situations ne peut jamais le laisser indifférent. Mais il a attendu jusqu'à la fin de l'année. Et dans ce discours, il n'est pas longuement revenu pour prendre des décisions qu'il fallait. Il a seulement contenté de compatir à la douleur, parce qu'il avait envoyé des délégations faire à sa place. Nous, on aurait pu souhaiter qu'il demande, par exemple, que les instructions qui sont en cours puissent vite aboutir pour que les responsabilités soient situées, pour que l'impunité liée à cela puisse être corrigée et permettre aux gens de rentrer dans leurs droits. Voilà ce que n'a pas été fait. Mais je crois que nous allons toujours rester à laguer pour pouvoir le suivre. Nous allons permettre peut-être au pasteur Agoudavi de placer également son mot. Vous avez sûrement suivi ce discours avec beaucoup d'attention. Si on vous demandait de faire une analyse de ces derniers, que direz-vous? Merci beaucoup. Je dis encore un petit coucou à tout le peuple togolais et à tous ceux qui nous suivent ce soir et tous ceux qui nous aiment et tous ceux qui ne nous aiment pas. Nous aimons tout le monde. Parce que, étant pasteur, je ne peux que souhaiter les bonnes choses à tout le monde. Et que Dieu soit avec nous cette année et que nous puissions comprendre certaines choses. Quand je me mets dans la peau du chef de l'État, dans toute société, il y a ce qu'on appelle le rôle stratégique et le rôle opérationnel. D'aucuns disent toujours que le chef de l'État n'a qu'à prendre décision. Et nous sommes dans un régime. Quel régime? Un régime présidentiel ou bien parlementaire. Voilà. Lorsque nous considérons le régime en place, il est évident que chacun joue son rôle. Vous savez, dans les vœux, que ce soit le discours du 2 janvier, comme le discours du 12 janvier, devant pour la nation et devant le corps diplomatique, on doit s'attendre à certaines choses. C'est vrai. Le Togolais, celui qui a soif, a besoin de l'eau. Oui, quand vous lui présentez autre chose, la chose peut être très intéressante, mais il va dire que non, c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai soif. Moi, ma soif réelle dans ce contexte, je surprendrai un peu des gens. Ce que moi, j'attends davantage dans ce discours, c'est le discours sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et ces réformes orientées vers ce qu'on appelle la décentralisation, parce que c'est le manque de décentralisation qui est le pivot de tous les problèmes togolais. C'est ça qui est le pivot. Si on arrive à faire décentralisation, tout serait corrigé. Mais que ce soit dans les deux discours, le chef de l'État a fait des orientations, a parlé de ces réformes. Mais que ce soit de discours, d'aucuns peuvent qualifier cela de, bon, on a toujours dit oui. Mais ce qui est sûr, que ce soit l'homme d'affaires, que ce soit l'homme politique, que ce soit l'homme de la société, que ce soit n'importe quelle catégorie de personnes sur un territoire donné, l'orientation stratégique suscite en toutes les couches des orientations opérationnelles. Ce qui veut dire que lorsque cela a été annoncé comme étant aussi un pilier, il a parlé de l'Afrique, des problèmes de l'Afrique, il a parlé des problèmes que nous avons traversés au Togo, il a parlé des élections qui sont passées au cours de l'année 2015, il a passé en revue toutes ces choses-là. Et cela est important de savoir
que lorsqu'on infiltre dans ce discours le problème de décentralisation, nous devons tenir ce côté-là très fort. Voilà, effectivement. Oui, quand nous ne pouvons pas tenir ce côté-là très fort et mener des actions qui doivent les ramener à l'organisation de ces élections locales, alors nous avons failli. C'est pourquoi, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit tous ceux qui sont les acteurs aujourd'hui dans notre pays, réfléchissent aux stratégies, aux stratégies nécessaires à compiler pour que nous puissions aller aux élections locales. Voilà, Roméo Tobé. Dans le discours, on a senti aussi que le président de la République a orienté sa politique, ou ce discours, sur le plan international, africain, avec toujours ce problème d'insécurité, avec notre fameux sommet qui va venir bientôt. Oui, je crois que le chef de l'État a fait de la question internationale le premier axe de son discours. Parce que le Togo est dans une diplomatie active, donc il ne peut que commencer par là. Voilà. Et il a touché les mots qui minent aujourd'hui la sous-région et le monde entier. La question du terrorisme a été longuement partagée, abordée par le chef de l'État avec les exemples saillants de Mali et les Boko Haram au Nigeria. Et il n'est pas resté sous silence aussi ce qui s'est passé en France. Donc, mais est-ce que c'est ça qui intéresse les Togolais? Est-ce qu'à ce moment, il faut parler, il faut s'apaisantir? Nous sommes dans un jeu politique, dans un contexte géopolitique international. Donc, ce qui se passe à l'international nous intéresse effectivement ici. Par exemple, le cas de Boko Haram. Si on n'arrive pas à contingenter le cas de Boko Haram, pourquoi nous ne sommes pas non plus à l'abri que cela nous arrive ici? Est-ce que Boko Haram ne s'attaque pas à des personnes, à des cibles précises? Est-ce que le Togo fait partie... D'après vous, je ne sais pas. Mais on ne sait d'où cela peut provenir. Et il faut quand même, s'il y a des solutions à prendre, qu'ensemble, on peut se positionner pour faire. Et c'est pourquoi moi, je n'accuse pas cette vision des chefs d'État aujourd'hui d'œuvrer ensemble pour contrecarrer ce phénomène qui vraiment fout de la bordelle sur le continent africain. Et ça freine également le développement. La zone où ces gens ont occupé aujourd'hui ne va pas au même rythme de développement que les autres zones. L'insécurité ne fait pas bon ménage avec le développement économique ni social des gens. Et en dehors de tout ça, en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est les droits humains qui sont violés. On ne peut pas rester indifférent par rapport au terrorisme et à tout ce que nous voyons comme groupe organisé qui défraie la chronique aujourd'hui. Donc, et c'est pourquoi le Togo, sur la question de sécurité, c'est une forme de terrorisme qui prend corps en Afrique de l'Ouest avec les piratages dans les eaux territoriales et tout ça. Donc il faudrait qu'en état avisé, nous puissions quand même anticiper sur les événements, même si ces événements ont devancé les choses, il ne faut pas laisser ces événements. C'est pourquoi cette initiative, moi, je la salue, et que tout soit mis en œuvre pour que cette conférence puisse avoir lieu, que ce ne soit pas une occasion de beaux discours où on va encore dépenser l'argent du Togolais, mais qu'on sente réellement qu'il y a un résultat palpable auquel le Togo... Voilà, d'aucuns diraient que l'Afrique est le continent des sommets, des trucs, mais sans résolution, vraiment sans acte. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, on organise toujours des conférences dans des lieux où on sent qu'on n'est pas menacé. On sent qu'on n'est pas menacé. C'est un effort louable, parce que si le Togo, dans ce contexte, est choisi pour une telle conférence qui devrait déjà avoir lieu et qui n'a pas pu se tenir, alors c'est bonne information que cette année, que cela soit réellement organisé. Le problème de sécurité et de sûreté maritime menace le commerce international. Parce que c'est le commerce international qui est menacé. Si aujourd'hui, même notre port, quand on dit que notre port, c'est le port en eau profonde, et que les bateaux doivent accoster ici, et qu'on ait pu choisir ce pays compte tenu
du rôle que le chef de l'État a joué au Conseil de sécurité quand il... Voilà. Compte tenu je pense que c'est le thème qu'il avait présenté là-bas, qui continue toujours de faire couler encre. Il est alloué, on doit allouer au moins à certains points. Alors, maintenant, lorsque cette conférence ne puisse pas tenir lieu, ça va dépendre de nous. Oui, des citoyens qui sont là. Et moi, j'aimerais que les Togolais soient rassurés du fait qu'on va également faire les élections locales. Les gens seront mobilisés pour des trucs comme ça. Vous savez, lorsque nous sommes dans une société, nous sommes sortis des crises. Donc, il y a toujours cet aspect de divorce entre gouvernants et gouvernés. Et ce qui fait que lorsque l'État central vient passer l'information aux populations de base, les populations de base n'ont pas confiance. Parce qu'ils ne sont pas les personnes indiquées pour venir les informer. Les personnes indiquées pour les informer, pour qu'ils comprennent réellement, ceux qui vivent à la base, qu'ils comprennent réellement les messages. Ce sont les élus locaux. Ce sont les élus locaux qui peuvent passer ces informations. Alors, si on ne rassure pas les populations de base, que les élections locales vont se tenir dans ce proche avenir, les gens ne seront pas toujours mobilisés, motivés pour accepter de telles conférences. Parce que les gens vont dire que, attention, on va encore utiliser de l'argent du pays, du contribuable, pour faire quelque chose qui n'est pas d'issue. Alors que lorsque les populations de base, les communautés municipalisées ou bien, comment les appelle-t-on, les communautés de base ont des gens élus qui sont avec eux, ce sont ces élus-là, en collaboration avec les communautés, qui vont tirer profit de la conférence. Parce que c'est les choses qu'on va dire là. C'est les élus locaux qui vont effectivement tirer profit de cette conférence-là. Mais s'ils ne sont pas là, c'est grave. C'est pourquoi même le discours du chef de l'État, c'est les élus locaux avec leurs collaborateurs qui pourront réellement tirer profit de ces discours. Parce que tout discours renferme des questions politiques, des questions économiques, des questions commerciales, des questions diplomatiques, toutes les questions sont là-bas. Mais quand il n'y a pas des unités, quand il n'y a pas des hommes et des femmes aguerris pour s'approprier du discours, on va seulement faire des commentaires. Des commentaires que il a dit ça. Quoi. Mais il ne peut pas dire, le président de la République ne peut pas venir appliquer, prendre des décisions à la base. Lui donne des orientations. Et vous rentrez dans ces orientations-là et vous prenez ça comme étant un pilier pour aller de l'avant. Vous savez, quand je faisais mes études supérieures au Bénin, vous savez ce qui m'avait inspiré à choisir un thème, par exemple. C'est le discours du chef de l'État, le président Eyadema d'alors, qui avait subi une interview, et que cette interview-là, il a dit des choses concernant la zone franche togolaise. J'ai dit, ce que le gars-là a dit jusqu'à finir là, il faut que je fouille. Ça a été le thème de mon mémoire. Et j'ai développé ce thème-là et j'ai été peut-être le premier à écrire sur cette histoire-là. Et au Bénin, quand j'ai soutenu, ça a été une base d'information pour les Béninois, pour créer aussi leur truc. Parce qu'on tire toujours profit de ce que l'homme politique dit. Mais on ne cherche pas à rester pour qu'il applique cela. Il a dit pour que nous appliquions. Et nous devons... Et les personnes qui doivent l'appliquer ne sont pas là. Ne sont pas là. Vous partagez ce point de vue parce que le problème des réformes se pose avec acuité. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui le grand débat, c'est la question de réforme institutionnelle, constitutionnelle.
qui déboucheront sûrement sur l'organisation des élections locales. Voilà. Imaginez un instant, on dit quand le mandat présidentiel va prendre fin et qu'il y a des difficultés à organiser ces élections. Vous voyez toute l'ambiance qui entoure cela pour dire qu'il faut respecter le délai constitutionnel. Sinon, mais les élections locales également ont des délais constitutionnels. Voilà. Depuis plus de 25 ans, ces élections n'ont pas été organisées. Ces élections ont les mêmes statuts que les élections présidentielles, les élections législatives. Et tout part de là, tout développement de la nation part de là. Comparer notre pays aux autres pays qui ont ces élections locales dans la sous-région, on ne peut pas parler. Voilà. On ne peut pas parler. Donc, nous, on est à la traîne. Et il faut que cette année, que nous puissions aller à ces élections. Mais je suis surpris. Et moi, je vous dis que l'autorité n'a même pas l'idée d'organiser ces élections. Rien qu'à voir les lignes budgétaires votées cette année, aucune ligne n'est prévue pour les élections locales. Même si on pense mobiliser les ressources extérieures, il faut que nous montrions la preuve que vraiment nous avons cette volonté d'organiser ces élections. Quand bien même il veut mettre en place une commission de réflexion sur les réformes et constitutionnelles. Il y a le HTM aussi, qui va travailler sur ces questions. Sur ces questions et tout ça. Mais nous, ce qui nous préoccupe dans tout ça, c'est l'organisation des élections locales. Parce que tout part de là. Le citoyen ne se sent représenté que par ces élus locaux. Voilà. Et ces élus locaux, quand il y a un problème dans la communauté, ces élus sont bien écoutés. Vous voyez ce qui s'est passé à Mango. Pensez-vous que les élus locaux, s'ils sont réellement représentés, représentatifs de la population, ce qui s'est passé là, moi je ne crois pas que cela. Parce que le projet, quand ça va être à la phase d'élaboration, on va associer les élus locaux qui vont aller vers leurs électeurs pour leur sensibiliser sur ce phénomène, ce qui n'a pas été fait. On dit que ça a été fait, mais je crois que c'est les militants des partis politiques là-bas, qui ont joué ce rôle, mais qui n'ont pas bien joué ce rôle. Voilà. Sinon, c'est un bon projet, mais quand le projet n'est pas approprié par la population, quand le projet n'est pas accepté, n'est pas bien compris par la population, on ne peut qu'assister à ce genre de choses. Mais on ne sait sous quel endroit du territoire encore on aura encore ce genre de problème. Et pour anticiper ça, il faut organiser les élections locales. Et je crois que ça doit être pour la société civile, les organisations de presse et tout notre plaidoyer aujourd'hui à ce que cela ait lieu. Les chancelleries internationales ont déjà commencé à dire au gouvernement que les élections locales, là, elles sont importantes. Il faut les faire. Parce qu'elles connaissent l'utilité de ces élections locales. Voilà. Et le problème que le Togo a aujourd'hui est en partie dû à l'inorganisation de ces élections locales. Vous voyez le maire de la ville de Lomé donne des instructions aujourd'hui, les gens ne le respectent pas. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas issu ou qui n'est pas porté par la population togolaise. Mais on fait passer les choses parce qu'on a l'autorité, on fait ça. Mais non. Ce n'est pas possible. Et ça, là, il faudrait qu'on y mette fin à ces genres de choses. Si on veut aller vers l'émergence dont le chef de l'État parle. L'émergence ne peut être soutenue que par les citoyens. Si les citoyens ne se sentent pas représentatifs dans cette émergence, je ne crois pas qu'on pourra aller à l'émergence. Et il faut passer forcément par les élections locales. Parce qu'on en a besoin pour le développement. Les efforts sont faits par le ministère du Développement à la base pour commencer par soutenir, à créer les comités de développement du quartier, tout ça. Est-ce que ça devrait fonctionner comme ça, normalement? Non, ça ne peut pas. Parce que c'est comme si on mettait ça ne peut pas. Donc, réellement, il faut qu'on ait... Et qu'on se dise que les élections locales sont aussi prioritaires que les élections présidentielles et doivent être tenues dans les délais constitutionnels. Voilà, on met beaucoup de pression sur le parti ou le gouvernement en place, alors qu'on sait que les organisations de la société civile, comme vous l'avez dit tantôt, et surtout les partis politiques, surtout l'opposition, ont un grand rôle à jouer dans l'organisation de ces élections. On assiste encore peut-être au même phénomène comme dans les années antérieures où on attend à la veille de la présidentielle d'une certaine élection pour demander, pour enclencher ce processus. Pourquoi? Quels sont ça? L'opposition est morte actuellement ou qu'est-ce qui se passe? Vous savez, celui qui fait le discours, c'est lui qui va piloter et dire qu'on n'a qu'à mettre un budget en place. Voilà. Que le Togolais ne regarde pas s'il y a une ligne budgétaire ou il n'y a pas une ligne budgétaire. Il a dit, si c'est réellement possible, mais prenez-le dans son discours.
Il n'y a pas à faire des discours autour que est-ce que c'est prévu dans le budget, c'est pas prévu dans le budget. Ma maison, c'est ma maison. Si réellement les élections locales peuvent se tenir, ça va se tenir. Ça dépendra maintenant de ce que nous allons faire. Mais vous savez, j'ai écrit quelque chose au bureau quand j'ai observé l'environnement au Togo. Que les rumeurs sont préparées par les ennemis, propagées par les ignorants et acceptées par les fous. et si chacun des gens... On va reprendre peut-être ces citations. Oui, voilà. Les rumeurs sont préparées par les ennemis, voilà, propagées par les ignorants et acceptées par les fous. Voilà. Quand quelqu'un vient, il lit, et je dis, bon, tu appartiens à quel groupe? Es-tu ennemi? Es-tu ignorant? Ou bien es-tu fou? Le pouvoir connaît bien la situation au Togo. Quand l'opposition veut faire quelque chose d'important, il suffit de dire que, vous savez, on vient d'attraper tel monsieur, hein? C'est fini. On les désoriente. Ils vont s'occuper de ça, ils ne vont que parler de ça. Et au moment où le parti au pouvoir fait des choses sérieuses, et c'est quand on finit de compiler les résultats de la bonne stratégie que vous allez vous réveiller. Ce qui fait que l'opposition agit toujours en retard au Togo. Toujours. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas une opposition vraiment aussi efficace? Parce que c'est la situation, c'est pas aujourd'hui, elle ne date pas d'aujourd'hui. On n'a pas d'opposition. C'est pour cela que les débats que je suis un peu partout sur les médias, ça me fait mal. Voilà. On dit le linge sale se lave en famille. Voilà. Si vous savez que vous avez posé des actes mauvais, si vous savez que vous avez fait des échecs, vous avez subi des échecs, si vous savez que les choses que vous avez faites jusqu'à présent, ça ne va pas, ce n'est pas sur les médias qu'il faut dire ça. Dans quel pays vous trouvez des gens d'un même bord politique qui se mettent à table chaque fois sur les médias pour discuter, pour dire non? On invite l'opposition, on invite quelqu'un du pouvoir. C'est comme ça que ça se passe dans les pays. Voilà. Mais pourquoi dans mon pays, cela va être ainsi? Parce qu'il y a des effets qui sont toujours là. Moi, je le dirai toujours. L'effet d'ignorance prôné par le chiffre 13. Vous allez comprendre que c'est ça qui est en train d'agir toujours. Et souvent, je donne référence à un journal, Courrier du Golfe. Courrier du Golfe du 11 mai 1991. Avant la conférence nationale. Toutes les stratégies qui devraient être adoptées pour que la côte des Adéma qui baissait, revenir à la surface, a été décrite dans ce journal. Et que dans ce journal, on dit que c'est les Israéliens, les Italiens qui sont venus concevoir ce plan qu'on appelait le plan de déstabilisation, la Bible des Adéma. J'ai toujours copie de ce journal. Et les stratégies qui sont dévoilées dans ça, ces stratégies sont toujours exécutées jusqu'aujourd'hui. On a milité pour la liberté de la presse, la liberté de discussion, la liberté de tout ça là, mais on ne fait rien avec. Et c'est pourquoi la presse aussi va se tourner vers rien que le sensationnel. Donc ça veut dire que la presse a une part de responsabilité dans la situation. La responsabilité de la presse est trop engagée. Voilà. Trop engagée dans cette histoire-là. Et nous avons besoin de lancer toujours l'appel. Je l'avais fait l'autre fois quand on était ici, et lancer toujours l'appel. Que lorsque tu prends ton bic et que tu es en train d'écrire, il faut réfléchir. Quelle paix ça peut amener entre les gens qui étaient antagonistes, des gens qui avaient des réflexions différentes. Qu'est-ce que tu veux amener comme contribution pour qu'ils se mettent ensemble? Il faut que le journaliste pense à ça. Mais quand le journaliste cherche à creuser davantage, à creuser les différences,
à creuser les haines. C'est difficile de concilier l'ensemble, le journalisme et la citoyenneté. C'est important. C'est pourquoi ce que je dis ici, les élections locales, on en fera. Moi, je suis confiant. Voilà. Réaction par rapport Oui, je crois que le doyen a dit l'essentiel concernant notre opposition. Mais par contre, moi, je dis que cette opposition, elle a donné ce qu'elle pouvait donner. Et si on a aujourd'hui, on est en démocratie, c'est dû aux aînés qui avaient bien travaillé dans l'opposition. Voilà. Et elle avait su bien jouer son rôle, même si aucune rôle humaine n'est parfaite. Mais je crois que notre opposition souffre d'une carence qu'elle traîne depuis et qu'elle n'arrive jamais à surmonter. Et c'est ça qui continue aujourd'hui d'entacher l'image de notre opposition. Et moi je dis que l'opposition est à court d'initiative et à court de stratégie. Et elle n'a plus rien à offrir à ce peuple si on veut que de nouveaux hommes politiques émergent avec des qualités, des visions claires pour cette lutte. Est-ce que ça serait facile de voir des nouvelles élites oui, ça serait facile. Oui, ça va arriver. On voit un peu par exemple, je vais prendre un peu l'exemple d'Alberto Olympio, qu'on prend un peu comme ça, il a émergé, mais on a vu un peu les cours qui ont été donnés de part et d'autre avec les nouvelles formations politiques. Mais est-ce que ça serait possible? Ça va arriver, ça doit arriver avec une conscience citoyenne de l'État. Tu sais, la plupart des gens entrent en politique sans grande conviction pour cette nation. Soit j'arrive parce que c'est pour régler un compte à quelqu'un, soit j'arrive parce que j'ai été longtemps brimé, donc je veux aussi me faire la part du lion. On ne prend pas en compte les préoccupations profondes du peuple, sinon on ne va pas assister à cette guerre qui est entre les hommes politiques de l'opposition. Moi, j'ai honte de notre opposition. J'ai honte de ce qui se fait actuellement, surtout au lendemain des élections que nous avions tous, à laquelle tous ont participé. Même si, avant ces élections, les organisations de la société civile avaient dit, sans les réformes, pas d'élection, parce qu'on voyait loin que rien de bien ne pourra sortir. Parce que l'opposition même était mal organisée. Mais ces actions n'ont rien donné. Bien sûr, voilà, parce que il y a pas une action avec la société civile avait essayé de mettre un blocage, avait bloqué ça par rapport à ces élections, mais ça n'a pas abouti. Mais on en est là aujourd'hui. Les élections. On peut dire aujourd'hui que la société civile avait raison. Oui, la société civile, elle avait raison, elle avait bien vu de dire que sans les réformes, on ne peut pas avoir une alternance au pouvoir. Qu'en dites-vous quand on dit par exemple que ces sociétés aussi civiles elles fonctionnent comme notre opposition, à l'image de l'opposition togolaise? Bien sûr, oui, moi je suis de la société civile et je ne pars pas contre votre proposition. Nous sommes à l'image de la presse, comme à l'image des partis politiques. Voilà. Je crois qu'on doit se départir de tout ça. Si on veut amener notre pays loin, chacun doit rester dans sa peau et jouer en toute neutralité, en toute objectivité, le rôle qui est le leur pour bâtir l'État démocratique que nous voulons de tout notre vœu. Et moi, la scène à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est pas intéressant, c'est pas du tout intéressant pour l'opposition togolaise. Et moi, je me dis, si cette opposition peut un jour s'unir pour amener le peuple à l'alternance, ce dernier veut tant. Est-ce que ça serait possible? Parce qu'on a vu par exemple le président, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, au lendemain de la présidentielle ou même de cette nouvelle année, qui a dit qu'il ne se fera plus, il n'acceptera plus les coups de part et d'autre. Et dans le même temps, Abbas Kaboua, qui revient, qui met à nu les pratiques même de cette opposition, Pasteur Goudavi, qu'en dites-vous? Moi, je vous avais dit ici sur ces antennes que ce qui se passe a des fondements spirituels. Et ces fondements spirituels, quand vous les balayez de revers de la main, vous ne pouvez pas réussir. Le pouvoir, qu'est-ce que vous appelez chef de file de l'opposition? Ça s'appelle où? Dans quel pays? Quand vous allez un peu partout dans le monde, qu'est-ce que ça veut dire, chef de file de l'opposition? C'est des trucs fabriqués. Peut-être pour endormir Pas pour endormir, pour diviser. Et voilà.
Et c'est divisé pour régner. Je vous ai dit ici que... À ce titre, sème la confusion. Bien sûr, bien sûr. Il faut semer la confusion. Parce que qu'est-ce que nous avons? On adopte une loi, on dit que chef de file de l'opposition. Et ça a fait victime en 94. Voilà. Ça a fait victime en quelle année encore? Ça continue de faire victime. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y avait eu partie charnière, dans ce contexte-là, qu'il y avait eu partie non charnière, dans ce contexte-là, et que, c'est-à-dire, on ne tire jamais des leçons des erreurs du passé. Des erreurs du passé. Alors que c'est les erreurs qui doivent nous corriger. Les lieux où j'ai eu plus d'échecs, cela doit m'enseigner. Mais connaissant profondément le Togolais, on le met dans ce contexte-là pour que quelqu'un se dise que c'est moi qui suis, j'ai plus de députés, j'ai plus de députés. Et quand il y a cette mentalité, ça ne peut pas aller. Nous n'avons pas de leader au Togo. Nous n'avons rien que des managers. Nous n'avons pas de leader. Dans quel sens? Oui, le leader, c'est les gens qui disent, viens être devant nous. Le manager dit, c'est moi qui dois être devant vous. Il s'impose. Oui, le manager il s'impose. Il dit qu'attention, que si ce n'est pas moi, c'est personne. Et c'est ce qui se passe depuis 1994. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ça que nous subissons jusqu'alors. Alors, moi, ma grande solution, mon plus grand conseil que je dois donner est que on cesse de créer des partis politiques. Voilà. Nous en avons assez. Oui, une centaine. Oui, voilà. Qu'on cesse de créer partis politiques. Et ceux qui se disent représentants de partis politiques aujourd'hui fassent une petite trêve. Une petite trêve, voire. Disons que, bon, ok, 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous ne voulons plus parler de politique. Nous voulons sensibiliser les gens à la base pour émerger. Si on peut faire cette trêve-là, on a un début de solution. On a vraiment un début de solution. Parce que toutes les actions qui sont menées, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, personne ne mène une action sans colorer ça de politique. Voilà. Je vous dis que si on avait fait les élections locales, par exemple, le FNFI, là, ces résultats devraient être très excellents. Voilà. Mais le fait qu'on colore avec politique, c'est ça le grand danger de mon pays. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est dans ces contextes-là qu'il faut dépolitiser un peu les actions. Voilà. Parce que les politiciens sont en train de faire leurs calculs. Et en faisant leurs calculs, quand ils se mettent ensemble, ils ne peuvent jamais parler le même langage. Voilà. Ils ne peuvent jamais avoir de l'union. Voilà. Il faut plutôt décider, faire une petite trêve. Faisons trêve de 3 mois. On dit que, mais un Togo sans politique. Si on peut vraiment le faire, et que tous les leaders politiques là rentrent dans leur société voilà. et parlent de ça, vous allez voir quand on va encore relancer le débat politique. Il n'aura plus sa place. Le débat politique va vraiment avoir sa place parce qu'on comprend maintenant ce que c'est politique. Voilà. Politique, ce n'est pas de me dresser contre toi. Non. Et c'est ça qui a mis les gens de côté ou de côté. Voilà. Que ce soit les pasteurs, il y a les pasteurs de l'opposition, les il y a pasteurs du pouvoir. Que ce soit les journalistes, il y a les journalistes du pouvoir, les journalistes de l'opposition. Que ce soit les bokonos, il y a les bokonos du pouvoir, les bokonos de l'opposition. C'est les imams du pouvoir, imams de l'opposition. Mais nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et c'est les politiques qui créent ces problèmes-là. Et il faut que nous allions un peu à une petite trêve. Voilà. Et quand on fait cette trêve-là, on peut mieux réfléchir et enseigner ou éduquer de façon citoyenne les populations. Voilà. Vous voyez ce qui se passe au port par rapport au badge, à l'OTR. En réalité, quand vous voulez les réformes, vous voulez le développement,
Mais quand vous êtes dans l'informel, on viendra trouver vous où pour prendre les impôts. On va vous trouver où pour prendre les impôts. Effectivement. Vous voyez. Donc, il y a toutes ces stratégies qui sont mises en jeu. Mais est-ce que c'est le pouvoir central qui pourra expliquer? Non. Parce que quand le pouvoir central va là pour expliquer ce phénomène assez transitaire, ils ne pourront jamais comprendre. Jamais comprendre. C'est fermer les oreilles à ce qu'on est en train de dire. C'est pour cela qu'il faut des gens indiqués pour expliquer. L'autre problème, le problème des impôts. Nous étions dans un pays, on a dit que on ne va plus payer impôts. Dans quel pays on peut prendre une telle décision? Est-ce que vous voyez? Donc, on a préparé la psychologie du Togolais dans les années 70 à ne pas payer des impôts. Impôts sont commis. Et nous allons, on chante cela. Et quand on chante cela, ramener ce principe encore dans la mentalité du Togolais, c'est un travail de longue haleine. Et ce travail-là, on a besoin d'associer les populations de base pour expliquer cela aux gens. Quand on a décentralisation, c'est en ce temps que les impôts seront beaucoup plus avancés. Puisqu'il faut trouver des ressources pour satisfaire, faire fonctionner les municipalités, les autorités décentralisées. Voilà. Et le pasteur proposait de faire une trêve, de parler plus du social. Et qu'en dites-vous? Par exemple, quand nous prenons par exemple Dimon Auré, qui dit qu'il faut forcément une transition politique. Est-ce que ça résout également le problème des Togolais? Actuellement, la question de transition, moi, c'est selon lui, parce que je ne crois pas que ça va être une solution de sortie de crise. L'autre aspect que le pasteur dit, je crois que ça peut également être une piste de sortie de crise. Voilà. Mais avant que tout cela ne soit possible, il faut que les gens, les hommes politiques s'accordent à y aller. Sinon, c'est toujours cette scène à laquelle nous assistons qui pourra. Mais moi, tout ça, je vois plus la responsabilité du peuple. Voilà. Si le peuple arrive à prendre son destin en main, je crois qu'il va se choisir un leader qui va l'amener à bon port. Et ça, on a mis le peuple dans une situation où il est déçu aujourd'hui, il ne prend pas goût à l'action. Je crois que c'est pourquoi l'action de la citoyenneté doit maintenant être l'épine dorsale de toute activité que nous devons mener. Parce que quand vous êtes citoyen, vous avez votre mot à dire, vous avez votre rôle à dire sur le plan politique, économique, social et tout. Mais quand vous vous résignez, vous laissez les autres faire, vous laissez les gens venir vous dire ce que vous devez faire. Quand est-ce que votre responsabilité sera-t-elle prise encore? Je crois, c'est là où moi j'appelle aussi à la responsabilité du peuple togolais, qu'il aille de l'avant, qu'il s'associe plus aux actions de développement, qu'il s'investisse dans la gouvernance de son pays. Et là, vous allez voir que les gens, et tout ça là, ça part des élections locales. Voilà. Et vous allez voir que tout le débat qu'on est en train de faire, ça tourne autour des élections locales. Parce qu'on ne peut jamais s'approprier le développement local sans les élections locales. Et tout part de là. Si on veut que notre pays aille de l'avant et que les hommes politiques aussi comprennent le rôle que le peuple doit jouer, il faut sensibiliser les peuples sur sa responsabilité citoyenne. Le contrôle citoyen de l'action publique aussi est très important. Et quand vous vous approchez, vous faites cette action, vous allez avoir de l'envie d'exercer cela. Vous allez avoir l'envie de dire non à ça. Et vous n'êtes pas prêt à absorber tout ce que le politique viendra vous dire, parce que vous aurez fait l'expérience vous-même. Vous avez votre propre autocritique, votre propre analyse. Aujourd'hui, les gens ne font pas d'analyse. Excusez-moi. Beaucoup de Togolais ne font pas d'analyse. Parce que c'est lui qui a dit, on le suit. Voilà. Parce que c'est lui. Alors, est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est la voie à suivre? On revient à la théorie du pasteur. Bien sûr, c'est ça. Donc, c'est vraiment une piste de sortie. Certains disent qu'il faut faire les états généraux de l'opposition. Moi, je pense que même faire les états généraux ne résout pas le problème. Qui va organiser ces états généraux? Le gouvernement a promis de faire les états généraux de la société civile. Quand il s'est rendu compte,
il a rebuffé chemin. Ouais. Et c'est cette opposition qu'il a réussi à dompter qui va contribuer à améliorer contre lui. Je ne crois pas. Et il faut que nos responsables politiques prennent conscience que vraiment le peuple attend beaucoup d'eux. Que c'est des guerres qui entre eux ne les arrangent pas. S'ils ne savent pas faire, le peuple un jour prendra ses responsabilités et de nouvelles leaders vont surgir. Moi, je vous le dis. Parce que quand on va continuer à accentuer les actions de citoyenneté, les actions de sensibilisation, de participation à la gestion publique des affaires, vous allez voir de nouveaux cadres qui vont émerger. Même les nouveaux partis qui se créent aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils vont faire là, parce que non, il ne faut pas le poids. Comment le dire, les assises aux états généraux de la société civile va être organisée par le gouvernement, c'est possible? En principe, c'est la société civile qui organise. Non, c'est Pasquina qui devait organiser ça. En temps, on est à quelques mois de l'organisation de ces assises. Les préparatifs vont bel et bien évoluer, mais vous savez... C'est une bonne transition parce que je souhaiterais qu'on parle maintenant de cette société civile, cette société civile que d'aucuns dépeint de colorée. On parle de société civile togolaise colorée, qui n'est pas à l'instar de la société civile burkinabé, sénégalaise, qui a montré de quoi elle était capable lors, par exemple, des dernières élections dans ces pays-là. Une société civile à qui, par exemple, vous faites absolument, vous saluez également. Maintenant, la société civile togolaise, parce que vous avez, vous faisiez partie de la société civile, vous en faites partie également encore aujourd'hui. Alors, on reproche beaucoup à cette société civile aussi de contribuer à enfoncer le Togo. Est-ce que vous avez cet avis? J'ai été la première victime de cette société civile. Parce que c'était sérieux. C'était sérieux. Mais les gens vont être toujours avantagés. Le progrès est un bon mot. Mais sa motivation, c'est tous devenus des que l'autre n'a qu'à changer. On sait par soi. Commencer comme et qui doit profiter à la. Moi, j'étais là en 2004. C'est qu'une image réelle m'avait été donnée de la chose. Quand je suis allé, j'ai constaté que les gens ont eu la même image. En faisant quoi? Chaque parti politique, ils ont constaté que les partis politiques ont eu échec. Donc c'est la société civile qui va faire. Chaque parti politique a formé une société pour envoyer. Et c'était un problème à la société civile. La société civile était plus grave que le débat politique. Tel parti politique, tel parti politique. Ce qui fait que quand on allait faire les AG, ça avait capoté. Mais c'est que nous avions pris sur nous-mêmes, quand on a repris des négociations, on a essayé d'appeler chaque responsable d'ONG, d'associations, de syndicats. Nous avons discuté tête à tête avec la quarantaine pour comprendre un peu l'aspiration des autres. Mais quand vous allez constater que telle société civile vient d'un parti politique, comme les partis politiques ne présentaient plus des trucs, c'était devenu aussi un tremplin pour les gens pour accéder au poste ministériel. Et vous allez voir que c'est comme ça que cette société civile Cascotte a été décapitée. Décapitée. Nous, bon, on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. Bon, on est inflexible sur certaines choses. C'est pourquoi la société civile d'aujourd'hui doit se déconnecter du politique. Est-ce que c'est facile? Ça doit, que ça soit facile ou pas facile, c'est ça l'ennemi du changement. Est-ce que ça ne se sent pas aussi dans d'autres pays, comme par exemple au Burkina, que cette société aussi est colorée? Ça ne se sent pas trop? Non. Au Burkina, non. La société civile n'est pas colorée au Burkina. Non. C'est des choses. Je vous avais dit ici que le Togolais n'a jamais été ensemble. Jamais, ne sera jamais ensemble. Si vous voulez les mettre ensemble, ce n'est pas possible. Le Togolais ne sera jamais ensemble. Parce qu'il n'y a jamais eu des Togolais ensemble.
depuis avant la colonisation. Et la colonisation, le Togolais n'a jamais été ensemble. Alors il faut chercher d'autres stratégies. Et la société civile doit jouer son rôle. Donc ça déteint aujourd'hui sur les faits d'aujourd'hui. Le fait que nous Oui. n'avons pas été ensemble depuis le départ. Qu'est-ce qui est, par exemple, la faiblesse du CST? C'est un mélange. Voilà. That is not normal. Ce n'est pas bien. Quand vous voulez faire la société civile, faites la société civile. Quand vous voulez faire politique, faites politique. Mais si vous ne voulez pas et vous voulez mélanger les deux, on va toujours mettre l'étiquette de politique sur vous. CST, c'était un mélange de la société civile et de certains partis d'opposition. Oui. Et c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Moi, je ne dirais pas autre chose, mais pour cette histoire, quelque part, j'ai été contacté d'une manière. Mais Dieu ne m'a rien dit à ce propos. Et sachant que j'ai été président du Conseil national du CASCOS, j'avais joué un rôle important, des rôles de prévision, des rôles de ce qui va se passer devant. Et quand je dis des choses se passent après, les gens disent, ah, alors qu'est-ce qui va se passer encore? Les gens voulaient me prendre comme étant un prophète, le prophète. Mais je ne suis pas visionnaire. Mais quand tu es avec Dieu et que tu pries réellement, Dieu va te montrer. Nous n'allons pas montrer des choses et des pistes par lesquelles il faut arriver. Mais ce n'est pas autant pour m'appeler de prophète. Non. Si on peut m'appeler de prophète, je peux me mettre sur les antennes parce que j'ai trop prédit des choses qui se sont passées dans ce pays. Voilà. Je peux me glorifier, mais je ne me glorifierai jamais de cela parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour téléguider et dire aux gens, faites comme ça c'est mieux, faites comme ça c'est mieux. Parce que c'est un appel que tu as reçu pour servir le peuple. Tu n'as pas reçu l'appel pour servir autre chose. Et quand tu veux orienter cela pour faire autre chose, les gens m'ont contacté pour dire certaines choses sur les médias. J'ai dit non, je ne peux pas dire ça. Parce que moi, je loue déjà Dieu. Je suis déjà avec Dieu et je le loue. Je ne peux en aucun cas louer encore une personne, une chair et sang. Je ne peux pas. Pour cela, laissez-moi tranquille. Voilà. Et vous voyez, donc la société civile doit se déconnecter du politique. Et quand cela en est fait, ça va être bien. Aujourd'hui, il y a des avocats qui sont affaiblis, qui ne peuvent plus réellement défendre des causes. Parce qu'ils se sont mis dans ce gouffre. C'est pas bien, c'est pas bien. Quand tu joues un rôle, il faut jouer ce rôle avec impartialité. Il ne faut pas jouer des rôles avec partialité. Voilà, la société civile doit vraiment se déconnecter de la politique, c'est une obligation. Oui, ça c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle société civile. Voilà. C'est quelqu'un qui est l'interface entre le politique et la société. Et nous devons jouer notre rôle d'acteur de la société civile. Parce que quand il y a un problème, quand l'oppresseur, celui qui a le pouvoir, en abuse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse recevoir les plaintes ou les aspirations profondes du peuple et dire à cet oppresseur, ça ce n'est pas bien, il faut faire ça, il faut faire ça, faire ça. Nous devons continuer toujours pas jouer sur vous dans l'intérêt supérieur du peuple et non dans l'intérêt supérieur des partis politiques. Je crois que c'est un chemin et nous devons y arriver si on veut réellement une société civile togolaise forte, imbue des valeurs de crédibilité, d'objectivité sur le plan national et international. Nous aurions pu inverser beaucoup de choses dans ce pays si chacun avait joué le rôle qui est le leur. Là, on parlait de ce qui s'est passé au Sénégal avec Yanama. C'est que les gens ont compris très tôt le rôle qui devait être celui de la société civile. Et comme un seul bloc, ils ont fait fond à l'époque à Ouad. Et on a assisté à ce même phénomène au niveau de Burkina Faso. Et vous avez vu. Et c'est la même chose qu'on voulait faire ici. Alors que chez nous, les conditions n'étaient pas les mêmes. Et au Togo, on est toujours atypique. Et on n'a pas les mêmes stratégies. Mais on veut répliquer les mêmes choses. Et c'est ce qui fait notre échec. Il faut que chacun joue son rôle, sa partition dans le processus. Si tu veux être société civile, demeure impartial. Si l'autre opposition fait bien, il faut avoir le courage de le dire. Si le pouvoir aussi fait bien, il faut le dire. Mais quand vous le dites, parfois on tasse que vous êtes acheté par le... Mais non,
Nous, on n'est pas dans cette dynamique. Nous allons aller... Et c'est comme ça, aujourd'hui, que nous pouvons dire la vérité à tous les acteurs politiques, que ce soit étatiques ou de l'opposition. Si on ne peut pas avoir cette liberté de dire les choses telles que nous les voyons, on ne peut pas bâtir une société civile forte. Mais ça, on doit y arriver. Si on n'y arrive pas, nous ne donnons plus espoir à ce peuple. Parce que nous constituons l'espoir de ce peuple aujourd'hui. Les politiques ont échoué. C'est le rôle de la société civile aujourd'hui de redynamiser le peuple à cet engagement citoyen. Vous voyez, et là, je crois que les choses vont aller. Je crois qu'il y a, dans tout ce lot, il y a quand même des organisations qui font bien leur travail en toute impartialité, en toute neutralité. Mais elles sont rares. Il faut que les gens soient autour de cette valeur, de ces valeurs-là, pour que la société civile puisse également jouer. Nous sommes là à Reparc Togo. Je crois que nous continuons notre action de sensibilisation et d'éveil citoyen pour amener les citoyens à comprendre le rôle qui est le leur. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais est-ce que votre message est bien reçu par ces populations quand Je crois que c'est bien reçu, sauf qu'actuellement, par exemple, la fois dernière, nous avons pondu un communiqué dans lequel nous avons relevé les efforts qui sont faits pendant les périodes de fête de fin d'année par rapport aux accidents de circulation. Je crois que cette année, il y a eu tendance à la baisse, à une baisse, et nous encourageons les autorités à continuer, surtout les usagers de la route qui ont été très responsables au niveau de ces périodes de fête. Et ça ne doit pas s'arrêter, on doit pouvoir continuer. Vous savez, la route tue plus que le sida. Donc nous sommes en train d'organiser des activités autour de cela pour que les situations... Et aussi la participation, le contrôle citoyen de l'action publique. Et c'est là où tout doit partir. Et ça fait toujours référence aux élections locales. Il faut qu'elles soient organisées. Voilà, Pasteur Goudavi. Oui, c'est ce dernier point-là qui m'intéresse davantage. Le contrôle citoyen de l'action publique. Ce contrôle citoyen de l'action publique est prôné par tous les documents. La déclaration de Paris, il y a des plateformes réservées à la société civile. Mais il faut qu'elle soit effectivement société civile pour jouer le rôle. Mais on n'a pas de société civile. Alors qu'il y a des rôles à jouer. La société civile se contente de supporter le politique. Alors que sa partition est là. Sa part est là à jouer. L'action, il faut contrôler toujours. Vous écoutez RNP sur les médias. Que de faire ceci, de faire cela. Le rôle, le rôle qu'on doit jouer, la société civile doit jouer ce rôle. Le rôle que l'ARNP est en train de jouer est un rôle que la société civile doit jouer d'une manière ou d'une autre. Quand on s'organise bien. Mais quand on s'organise, on ne s'organise que contre quelqu'un. Mais il faut que les actions soient objectives et non subjectives. Et quand cela est ainsi, nos populations, on peut se développer. Mais il faut ici une question de confiance, parce que par exemple, le rôle joué par l'ARNP, il est louable effectivement. Il consiste à dénoncer par exemple une certaine faute. Est-ce que punir effectivement. Est-ce que il y aura des résultats palpables à l'issue du processus? C'est la question, c'est-à-dire la crédibilité même des actions. C'est ça. Est-ce que ça ne peut pas? On ne perd rien en essayant. Voilà, effectivement. Ne pas essayer, c'est ça qui va nous tuer. L'ARNP fait un travail aujourd'hui, laisse des numéros. Combien de gens ont pu dénoncer des actions? On ne le sait pas encore, peut-être. Voilà, donc, votre question elle est pertinente pour voir les issues réservées à ces appels ou à ces informations qu'on aurait données. Non, l'ARNP prend toujours des décisions. Il y a des entreprises qui sont exclues, des gens qui sont exclus de l'achat public. Tout ça là, c'est des actions. C'est bien. Mais la société civile devra mieux contribuer à sensibiliser les gens à ne pas subir ces genres de pénalités. Merci à vous, pasteur Kossi Goudavi. Je rappelle que vous êtes ex-président du collectif des associations de la société civile et des organisations syndicales, entendez, Cascotte. Merci d'être passé sur ce plateau, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci également à vous, Roméo Togbe, c'était la toute première fois de vous avoir reçu sur ce plateau. Ce fut également un plaisir. Nous rappelons rapidement que vous êtes le président du conseil d'administration du réseau des organisations de promotion des actions citoyennes au Togo. Alors bon vent à votre réseau. Merci nous espérons également vous retrouver très prochainement pour disposer à revenir à chaque fois que vous faites appel. Voilà, merci à vous d'être passé
ce plateau. Ce fut un plaisir. C'était fut également un plaisir de passer ce temps avec vous, mesdames et messieurs, à la maison. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau rendez-vous de votre émission Le Point. Au revoir.